La nuit où tout a basculé, l'océan n'avait aucun visage. Pas de vagues, pas de vent, pas même ce roulis constant qui berce d'ordinaire les hommes jusqu'à l'oubli. L'Atlantique Nord était plat, lisse, immobile, une surface trop parfaite pour être honnête. Ceux qui connaissaient la guerre en mer savaient que ce genre de calme n'annonçait jamais rien de bon. Depuis 3 ans, ces eaux étaient devenues un charnier, pas une métaphore. Un cimetière réel, étendu sur des milliers de kilomètres carrés, rempli de coques disloquées, de cargaisons perdues et de corps qui n'avaient jamais été repêchés. Plus de 3000 navires alliés gisaient au fond. Des cargos, des pétroliers, des transports de troupes, des hommes qui avaient né à quitter New York, Halifax ou Liverpool sans jamais voir l'Afrique, sans jamais voir l'Europe, sans jamais revoir la Terre. Certains mouraient instantanément, déchirés par une torpille qui transformait l'acier en papier. D'autres brûlaient, prisonniers de nappes de pétrole en feu, la mer elle-même devenue une arme. Les plus malchanceux flottaient pendant des jours, agrippés à des radeaux ou à des planches, regardant leurs camarades mourir de froid, de soif ou de folie avant que l'océan ne les réclame à son tour. Dans cette guerre-là, la rapidité de la mort était un privilège. Les sous-marins allemands régnaient sur ce territoire invisible. Les U-boots n'étaient pas des machines isolées, mais des prédateurs organisés. Ils chassaient en meute, coordonnés, méthodiques. Ils frappèrent la nuit, surgissaient à la surface là où personne ne les attendait, tiraient à bout portant, puis disparaissaient avant même que les escortes ne puissent réagir. Une poignée de commandants expérimentés pouvait anéantir un convoi entier en quelques heures, et chaque convoi détruit rapprochait un peu plus les alliés de l'asphyxie. Les calculs étaient simples, presque cruels. Si l'Allemagne coulait plus de navires que les chantiers américains n'en produisaient, la guerre était perdue. La Grande-Bretagne, île dépendante de l'importation, finirait par mourir de faim. L'Union soviétique s'effondrerait sans matériel. Les armées alliées cesseraient d'avancer faute de carburant, de munitions, de nourriture. Pas besoin de victoires éclatantes. Juste d'attendre que l'ennemi se vide de son sang logistique. À l'automne 1942, ce calcul penchait dangereusement en faveur de l'Allemagne. C'est dans ce contexte que naviguait un petit navire gris, presque insignifiant à l'échelle de la guerre. Un destroyer d'escorte conçu non pas pour la gloire, mais pour une tâche ingrate et répétitive, rester en vie assez longtemps pour que les autres le restent aussi. Il n'attaquait pas les ports, ne bombardait pas les plages. Il tournait autour des cargos comme un chien de berger, cherchant des menaces sous une surface qui ne révélait jamais rien. À son bord, moins de 200 hommes. Des marins ordinaires, pour la plupart jeunes, fatigués, conscients que leur espérance de vie dépendait souvent d'un opérateur sonar, d'un projecteur bien orienté ou d'une seconde de chance. Ils escortaient 47 navires marchands chargés de tout ce dont une armée avait besoin pour envahir un continent. Chars, camions, munitions, carburant, vivres, médicaments. Si ce convoi tombait, l'offensive en Afrique du Nord serait retardée, peut-être compromise. Tout le monde le savait. Personne ne le disait à voix haute. La routine était devenue une forme de survie. Les quarts, les repas, les exercices, les silences. Les hommes dormaient quand ils le pouvaient, mangeaient quand ils le pouvaient, plaisantaient parfois, mais toujours avec une oreille tendue vers l'alarme. Dans les coursives étroites, l'odeur d'huile, de métal chaud et de café trop fort s'imprégnait dans les vêtements comme dans la peau. Sous le pont, loin des canons et des projecteurs, un jeune marin travaillait déjà depuis des heures. Il épluchait des pommes de terre. Encore. Toujours. Le geste était mécanique, précis, presque apaisant. Le couteau tournait, la peau tombait en spirale, le tubercule rejoignait le seau. 200 par jour, parfois plus, c'était son rôle, sa place, celle qu'on lui avait assignée sans discussion. À la surface, l'océan restait calme, trop calme. Et quelque part, sous cette eau immobile, des hommes attendaient. Le convoi avançait lentement, discipliné, presque solennel, comme s'il savait que la moindre erreur serait immédiatement punie. 47 silhouettes sombres se découpaient à peine sur l'horizon nocturne, disposées en colonnes régulières. Des cargos anonymes, des pétroliers ventrus, des transports lourds chargés jusqu'à la gueule. Aucun d'eux n'était conçu pour se battre. Leur seule défense, c'était la formation. Et les quelques escorteurs nerveux qui tournaient autour d'eux. Le destroyer occupait le flanc nord, là où les commandants craignaient toujours une attaque. Pas parce que l'ennemi préférait ce côté, mais parce que personne ne pouvait expliquer pourquoi certains secteurs semblaient plus meurtriers que d'autres. En mer, la logique avait ses limites.
On parlait parfois de malchance, parfois de statistiques, parfois de Dieu. En réalité, tout dépendait de qui observait, et depuis combien de temps. À la passerelle, les officiers parlaient un peu. Chaque ordre était bref, précis, sans emphase. Le sonar envoyait ses impulsions régulières dans les profondeurs, un battement de cœur artificiel qui revenait toujours, jusqu'au jour où il revenait différemment. Les guetteurs scrutaient l'obscurité avec des jumelles qui finissaient par brûler les yeux. La fatigue était constante, mais personne ne s'autorisait à baisser la garde. C'était exactement ce qu'attendaient les sous-mariniers allemands, car eux aussi observaient. À des centaines de mètres sous la surface, ou parfois juste en dessous, moteurs électriques presque silencieux, les U-boots suivirent le convoi depuis des heures. Ils n'avaient pas besoin de se presser. La nuit leur appartenait. Ils notaient les positions, la vitesse, les trajectoires. Ils communiquaient par messages codés, évaluant quand frapper, dans quel ordre et qui tirerait en premier. Chaque attaque était une équation froide. Combien de torpilles, combien de cibles, combien de temps avant la riposte. Sur le destroyer, personne ne savait exactement combien de prédateurs les suivaient. 1, 2, peut-être 5. Suffisamment pour transformer la traversée en massacre. En dessous du pont principal, dans la chaleur confinée de la cambuse, le temps s'écoulait différemment. Ici, la guerre avait un rythme plus banal. Casserole, vapeur, couteau qui frappent de l'homme le bois. Le jeune cuisinier travaillait depuis l'aube. Il avait servi le petit déjeuner par roulement, nettoyé, recommencé. Les conversations étaient rares. Certains marins mangeaient en silence, d'autres plaisantaient pour masquer la tension. Peu le regardaient vraiment. Il avait appris à disparaître sans effort. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une compétence. Être invisible permettait d'observer sans être observé. Depuis des mois, il connaissait les habitudes de l'équipage mieux que beaucoup d'officiers, qui buvaient trop de café, qui tremblaient légèrement avant un exercice, qui plaisantaient pour se rassurer. Il savait aussi quand les alarmes retentissaient, comment le navire changeait soudainement de respiration. Et surtout, il connaissait le son des exercices de combat. À chaque simulation, quand la sirène hurlait, les hommes se ruaient vers leur poste. Les artilleurs montèrent sur le pont, se positionnaient derrière les canons de 20 mm, chargèrent les tambours circulaires, vérifièrent les sécurités. Lui devait descendre, se confiner avec les autres non-combattants, attendre que tout se termine. Mais pour y arriver, il passait toujours par le même couloir, la même échelle, le même instant suspendu où il voyait les gestes, les séquences, les automatismes. Il ne regardait pas par curiosité, il regardait parce que son esprit refusait de rester vide. Il avait remarqué comment les servants se penchaient légèrement en avant pour absorber le recul, comment ils ne visaient jamais directement la cible, mais un point imaginaire devant elle, comment ils corrigeaient instinctivement après les premiers impacts. Personne ne lui avait expliqué tout cela. Personne n'avait besoin de le faire. Il suffisait de regarder assez longtemps. Un jour, un autre marin de la cuisine lui avait demandé s'il avait peur. Il avait haussé les épaules. Peur de quoi exactement ? D'une torpille invisible ? D'un ennemi qu'on ne verrait jamais ? Il avait répondu ce que tout le monde répondait pour survivre mentalement. Si ça doit arriver, ça arrivera. Autant continuer à travailler. Mais au fond, une autre pensée s'était installée, silencieuse, obstinée. S'il devait mourir ici, ce ne serait pas enfermé dans un compartiment à attendre que l'eau monte. Il n'aurait pas su dire d'où venait cette certitude. Peut-être de l'éducation, peut-être de la fatigue d'accepter des limites imposées, peut-être simplement de l'instinct. Sur le pont, la mer restait plate. Les étoiles étaient invisibles, trop visibles. Un officier murmura que c'était un temps idéal pour les sous-marins. Personne ne répondit. Ils le savaient tous. À 2h30 du matin, le convoi entra dans la zone la plus dangereuse de la traversée. 3 jours encore avant les côtes africaines. 3 jours où tout pouvait s'arrêter. Les machines ronronnaient, régulières. Les hommes retenaient leur souffle sans s'en rendre compte. Dans la cambuse, le cuisinier termina une pile de pommes de terre, s'essuya les mains et mit de l'eau à chauffer pour le café de relève. Le geste était routinier, presque rassurant. Puis le navire trembla. Ce n'était pas encore l'explosion, pas encore. Juste une vibration étrange comme si l'océan avait pris une inspiration trop profonde. Et dans l'obscurité, quelque chose s'armait. L'explosion n'avait pas encore eu lieu, mais le navire savait. Les coques en acier ont une mémoire étrange. Elles gémissent, vibrent, préviennent parfois avant de rompre. Ce frisson qui parcourut le destroyer ne dura qu'une fraction de seconde, juste assez pour faire lever quelques têtes, juste assez pour que certains hommes ressentent,
sans pouvoir l'expliquer, que la nuit venait de changer de nature. Dans la cambuse, le jeune cuisinier s'immobilisa. L'eau n'avait pas encore bouilli. Le café n'était pas prêt. Pourtant, il resta figé, le regard posé sur la surface tremblante de la marmite. Il connaissait ce silence-là. Ce n'était pas le silence ordinaire de la mer. C'était celui qui précède le chaos. Il s'appelait Leonard Jackson, 22 ans, originaire de Bâton Rouge, Louisiane. Né dans un quartier où les règles étaient simples et immuables. Certains chemins n'étaient pas faits pour lui, certains uniformes ne signifiaient pas les mêmes choses selon la couleur de peau. Il avait grandi avec cette réalité, non pas en la combattant frontalement, mais en l'intégrant, en apprenant à avancer malgré elle. Quand il s'était engagé dans la Navy, avant même que les États-Unis n'entrent officiellement en guerre, il avait cru, naïvement peut-être, que l'uniforme effaçait les distinctions. Il avait passé les tests d'entrée avec de bons résultats. Il s'était porté volontaire pour des spécialités techniques. Il avait parlé de canons, de radars, de mécanique. On l'avait écouté poliment, puis on l'avait affecté là où tous les marins noirs finissaient, le service, la cuisine, les tâches invisibles. La Navy appelait cela la branche des stewards. Un nom élégant pour dire que certaines mains pouvaient le servir, mais pas tirer. Que certains corps pouvaient nourrir l'équipage, mais pas défendre le navire. Que le courage, la discipline et l'intelligence étaient apparemment des qualités sélectives. Jackson n'avait pas protesté. À quoi bon ? La guerre approchait et il y avait pire que d'éplucher des pommes de terre pendant que d'autres mouraient. Il avait accepté sa place, comme on accepte une tempête qu'on ne peut pas arrêter. Mais accepter ne voulait pas dire cesser de penser. Au fil des semaines en mer, il avait compris que la hiérarchie officielle n'était pas la seule qui existait. Il y avait celle du danger. Et dans celle-là, tout le monde était égal quand la torpille frappait. Le feu ne choisissait pas ses victimes, l'eau non plus. Lors des exercices de combat, on lui ordonnait de descendre sous le pont, dans un compartiment étanche censé protéger les personnels non armés. Un espace clos, sans fenêtre, où l'on attendait que le bruit cesse. Il y allait, bien sûr, mais avant d'y entrer, il voyait toujours la même scène, les artilleurs courant vers leur poste, les mains sûres, les gestes répétés 1000 fois, et lui regardait. Toujours. Il ne se disait pas « un jour, j'en aurai besoin ». C'était plus subtil, plus profond. Son esprit enregistrait sans lui demander son avis. La position des leviers, le claquement sec d'un tambour qu'on enclenche, le mouvement fluide du canon qui pivote. Il aurait été incapable d'expliquer pourquoi il retenait tout cela. Il le faisait, c'est tout. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. La tension était trop palpable. Les plaisanteries avaient cessé. Les hommes parlaient à voix basse, comme dans une église ou un hôpital. Même les machines semblaient d'aimer tourner plus doucement, comme si elles aussi attendaient le coup. Jackson versa le café moulu dans le filtre. Ses mains étaient en calme, étrangement calmes. À travers la cloison, il entendait le pas des hommes de quart, les ordres murmurés, le cliquetis lointain du métal. Puis, sans avertissement, le monde explosa. La déflagration frappa le navire comme un poing géant. Jackson fut projeté contre le plan de travail. Le café brûlant se renversa, les casseroles s'écrasèrent au sol, les lumières vacillèrent. Pendant une seconde, il n'y eut plus de son, comme si l'air lui-même avait été aspiré hors de ses poumons. Puis les alarmes hurlèrent. La sirène de combat général transperça la nuit, brutale, impitoyable. Ce n'était pas un exercice. Personne ne criait « simulation ». Les haut-parleurs grésillaient, crachèrent des ordres confus. Jackson se redressa, le cœur battant, les oreilles sifflantes. Il courut vers un hublot et regarda dehors. À quelques centaines de mètres, un pétrolier venait d'être éventré. Une boule de feu gigantesque s'élevait dans la nuit, illuminant la mer d'un orange infernal. Le carburant brûlait à la surface de l'eau, transformant l'océan en brasier. Des silhouettes sautaient par-dessus bord. Des hommes préféraient le feu à l'explosion à venir. C'était donc arrivé. Selon le règlement, Jackson devait descendre, immédiatement, se mettre à l'abri, attendre. Mais ses jambes ne bougèrent pas dans cette direction. Quelque chose, plus fort que les ordres, plus fort que l'habitude, le tirait vers le haut, vers l'air libre, vers le danger. Il inspira profondément. Le navire vibrait de nouveau, et cette fois, la torpille était pour eux. La seconde explosion fut plus proche, trop proche. Elle ne vint pas de l'horizon en flammes, mais d'en dessous. Une détonation sourde, brutale, qui remonta le long de la coque comme un coup de tonnerre enfermé dans l'acier. Le destroyer se souleva légèrement, puis retomba avec un craquement sinistre.
Cette fois, Jackson fut jeté au sol. L'air quitta ses poumons dans un souffle sec. Sa vision se troubla. Pendant un instant, il ne sut plus s'il était vivant ou déjà mort. Quand il parvint à respirer de nouveau, l'odeur de métal brûlé et de fumée avait envahi la cambuse. Les alarmes redoublaient. Les ordres se chevauchaient dans les haut-parleurs. Des pas martelaient toutes les coursives, désordonnées, précipitées. Le navire venait d'être touché. Jackson se releva en titubant. Son uniforme était trempé. Il ne savait pas si c'était de l'eau, du café ou du sang. Peut-être les trois. Il n'y eut pas de temps pour réfléchir. La formation, les règlements, les réflexes appris depuis des mois exigeaient une seule chose: descendre, rejoindre le compartiment sécurisé, attendre que d'autres se battent. Il fit un pas dans cette direction, puis s'arrêta. Le destroyer n'était plus un système ordonné. Il était devenu un organisme blessé. Les parois vibraient de façon irrégulière. Le sol penchait légèrement. Quelque part à l'arrière, des hommes criaient. Il entendit le sifflement de la vapeur, le claquement sec d'une conduite rompue. Les incendies se propagèrent déjà. Instinctivement, Jackson monta. Il alla à contre-courant du flot des hommes qui couraient vers leur poste. Personne ne lui cria dessus. Personne ne le remarqua vraiment. Dans le chaos, un cuisinier de plus ou de moins n'avait aucune importance. Il grimpa les échelles deux par deux, poussé par une certitude qu'il n'aurait su expliquer. Il voulait voir, il voulait comprendre, et, au fond de lui, il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Quand il déboucha sur le pont principal, la nuit était devenue un enfer. Le ciel était illuminé par l'incendie du pétrolier voisin. Des flammes dansaient sur la mer Noire. Des projecteurs balayaient l'obscurité, cherchant des silhouettes d'acier à la surface. Le vent portait des cris, des ordres hurlés, le crépitement des flammes. Le destroyer avait été frappé à l'arrière. La poupe était déformée, noire, éventrée. Là où se trouvait l'un des canons, il n'y avait plus qu'un amas de métal tordu. Des corps gisaient sur le pont. Certains ne bougeaient plus. D'autres se débattaient, appelant à l'aide. Des équipes de lutte contre l'incendie se précipitaient avec des tuyaux, tentant de contenir le feu avant qu'il n'atteigne les soutes à munitions. Un officier hurlait des ordres en vain, sa voix se perdant dans le vacarme. Jackson resta figé une fraction de seconde. Pas par peur, par surcharge. Trop d'informations, trop de mouvements, trop de morts. Puis ses yeux se posèrent sur quelque chose de précis. À quelques mètres de lui, un canon de 20 mm était intact. Son servant, en revanche, était étendu à côté, immobile, le corps déchiré par des éclats. Le canon était chargé. Les tambours de munitions étaient en place. La culasse était fermée. L'arme attendait. Jackson sentit son cœur ralentir au lieu d'accélérer. C'était étrange, comme si, au milieu du chaos, une ligne claire venait d'apparaître. Il n'y avait plus de bruit inutile, plus de questions abstraites, juste une évidence. Il regarda autour de lui. Personne ne courait vers ce poste. Les officiers étaient occupés ailleurs. Les artilleurs survivants combattaient d'autres feux, d'autres menaces. Ce canon était orphelin. Il fit 2 pas, puis 3. À cet instant précis, une pensée traversa son esprit. Pas une peur, pas un doute, une constatation froide. S'il posait les mains sur cette arme, il n'y aurait pas de pardon possible. Il franchirait une ligne invisible, mais absolue. Celle que la Navy avait tracée pour lui bien avant son engagement. Celle qui disait ce qu'il pouvait être et ce qu'il ne serait jamais. Il posa les mains sur les poignets. Le métal était glacé, humide, réel. Tout ce qu'il avait observé pendant des mois remonta à la surface. La position des pieds. Le verrou de sécurité. L'alignement du viseur annulaire. Il n'avait jamais tiré. Jamais. Mais son corps, lui, semblait savoir quoi faire. Avant qu'il n'ait le temps de se demander s'il devenait fou, un cri retentit depuis la passerelle. « Sous-marin en surface !» Jackson leva les yeux. À moins de 300 mètres, une masse sombre perçait l'eau. Une forme allongée, inconfondable. Un U-boot venait de surgir, profitant du chaos, persuadé que l'escorte était trop occupée à survivre pour riposter. Il n'y avait plus de choix. Jackson bascula la sécurité et appuya sur la détente. Le canon de 20 mm se réveilla comme une bête qu'on arrache au sommeil. Le choc du premier tir traversa Jackson de l'épaule jusqu'aux hanches. Ce n'était pas une vibration abstraite, mais un coup réel, brutal, qui lui rappela instantanément que cette arme n'était pas faite pour l'erreur. Le vacarme fut total.
Un bruit sec, répétitif, métallique, qui écrasait tout le reste. Les flammes, les cris, les ordres, tout disparut derrière le martèlement du canon. Les traçantes déchirèrent bénillèrent la nuit. Des lignes rouges incandescentes fendirent à l'air au-dessus de l'eau noire, révélant la trajectoire des obus comme des cicatrices lumineuses. Jackson vit immédiatement que son premier tir était trop haut. Il ne paniqua pas. Il ne s'excusa pas intérieurement. Il corrigea, exactement comme il l'avait vu faire. Une pression vers le bas, presque instinctive. Le canon obéit. La seconde rafale frappa la mer juste devant le sous-marin, soulevant des colonnes d'eau blanche et de feu. La silhouette sombre du U-boot se détacha brutalement lorsque les projecteurs du destroyer l'attrapèrent de plein fouet. Pendant une fraction de seconde, Jackson distingua clairement des hommes sur le pont, des silhouettes humaines, des visages, des corps pris au piège de la lumière. Puis il tira encore. Les obus de 20 pas de l'1 millimètre frappèrent à la coque avec un claquement sec, presque chirurgical. Des étincelles jaillirent, suivies de fragments d'acier arrachés. Sur le pont du sous-marin, tout se transforma en chaos. Des marins allemands se jetèrent à plat ventre. D'autres tentèrent de rejoindre les écoutilles. L'un d'eux tomba, fauché net, et resta immobile. Jackson sentit quelque chose basculer en lui. La peur ne disparut pas. Elle fut remplacée par une concentration froide, presque mécanique. Le monde se rétrécit. Il n'y avait plus de navires, plus de feu, plus de cris. Il n'y avait que le mouvement de la cible, le rythme du tir, la correction constante. Tir, ajuster, tirer encore. Il comprit sans le formuler qu'il ne devait pas viser les hommes. Ils bougeaient trop vite. Ils étaient secondaires. Son regard descendit. Là où la coque rencontrait l'eau, là où l'acier était plus mince, là où les obus pouvaient pénétrer, exploser à l'intérieur, faire ce que même une torpille mettait parfois trop de temps à accomplir. Il concentra son feu. Les impacts s'enchaînèrent, réguliers, précis. À chaque rafale, de nouveaux trous s'ouvraient dans la coque du U-boot, invisible depuis le pont, mais mortel. À l'intérieur, l'eau entrait déjà. Jackson ne le voyait pas, mais il le savait. Il l'aurait juré. Sur le sous-marin, la discipline s'effondra. Le commandant hurla l'ordre de plongée d'urgence. Trop tard. Le bâtiment bascula violemment, l'arrière s'enfonçant en premier. Ce n'était pas une plongée contrôlée. C'était une chute. Jackson continua de tirer jusqu'à ce que la masse sombre disparaisse sous la surface. L'eau se mit à bouillonner, crachant des bulles, des débris, une mousse huileuse. Puis il n'y eut plus rien. Juste la mer noire, refermée comme si rien n'avait existé. Le canon cliqueta à vide. Jackson relâcha la détente. Son souffle revint d'un coup, brutal, presque douloureux. Ses bras tremblaient. Il sentit la brûlure dans son épaule, la fatigue dans ses mains crispées. Autour de lui, le pont semblait figé dans une suspension irréelle. Personne ne criait victoire. Personne ne parlait, comme si tous avaient besoin d'une seconde pour comprendre ce qui venait de se produire. Un sous-marin venait d'être détruit, par lui. Mais cette seconde n'exista pas. Un cri fendit l'air depuis la vigie, plus aigu, plus paniqué encore que les précédents. Autre contact, sous-marin en surface. Jackson tourna la tête. À bâbord, plus loin, une nouvelle silhouette perçait l'eau. Plus longue, plus massive. Un type neuf. Un chasseur conçu pour tuer loin des côtes, lourdement armé, capable de finir un destroyer déjà blessé en quelques minutes. Ce n'était plus un accident. Ce n'était plus une chance isolée, c'était un combat. Jackson arracha le tambour vide et en enclencha un nouveau. Le métal claqua sèchement. Il arma le canon. Le geste était fluide, sûr, comme s'il l'avait fait toute sa vie. Le second sous-marin continuait de monter. Ces hommes croyaient encore avoir le temps. Jackson, lui, savait qu'il ne l'avait pas. Le type 9 montait lentement, comme une certitude froide qui sortait de l'eau. Il était plus grand que le précédent, plus long, plus massif. Même à distance, Jackson le sentit. Ce n'était pas un prédateur pris par surprise. Celui-ci avait observé, calculé. Il avait vu le premier U-boot disparaître. Il avait compris que quelque chose d'anormal se passait sur ce destroyer déjà endommagé. Et pourtant, son commandant avait choisi de faire surface. Pas par arrogance, par nécessité. À l'intérieur du sous-marin, les batteries étaient à basse. Les tubes avant devaient être rechargés. Et surtout, ce canon américain devait être réduit au silence avant qu'il ne transforme toute la meute en cimetière. Le plan était simple. Surface complète, canon de pont en batterie,
quelques obus bien placés dans la ligne de flottaison du destroyer, et tout serait terminé. Mais les plans en mer meurent vite. Jackson suivait la montée du bâtiment à travers son viseur annulaire. Il voyait l'eau ruisseler le long de la coque, les rivets, les plaques d'acier. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il n'y avait plus de questions morales, plus de pensées sur ce qu'il était autorisé à faire ou non. La seule réalité, c'était la distance, l'angle, le timing. Il ouvrit le feu avant même que le kiosque ne soit totalement dégagé. Les premières rafales frappèrent haut, éclatant contre la tour de commandement. Des étincelles jaillirent, des silhouettes tombèrent avant même d'avoir posé le pied sur le pont. Jackson vit un homme basculer en arrière, disparaître dans l'écoutille ouverte. Un autre resta accroché un instant, puis s'affaissa. À l'intérieur du type 9, les ordres devinrent incohérents. Le commandant cria de se préparer au tir. Le chef de pièce hurlait que le canon n'était pas encore manœuvrable. Trop tard. Jackson descendit son tir, méthodiquement, balayant le pont. Il ne tirait pas vite, il tirait juste. Chaque rafale avait un but. Neutraliser, empêcher, gagner du temps. Le canon de pont allemand ne tira jamais. Les obus de 23 mm frappèrent sur son affût, tordirent le métal, arrachèrent les mécanismes de rotation. Même s'il avait été servi, il n'aurait plus fonctionné. Le type 9 venait de perdre sa seule arme de surface. Alors Jackson changea de cible. Il visa plus haut, là où se dressaient les périscopes. Les antennes radio, les capteurs, les yeux et les oreilles du sous-marin. Les impacts furent immédiats. Le périscope éclata en fragments. L'antenne se plia, sectionnée net. À chaque coup, le sous-marin devenait plus aveugle, plus sourd, plus isolé. Dans le kiosque, la situation devenait désespérée. Sans communication, sans visibilité, exposés au feu, les officiers n'avaient plus qu'une option. Plonger. Même blessés. Même à l'aveugle. Rester en surface, c'était mourir. L'ordre fut donné. La plongée d'urgence arracha le type 9 à la surface. Les moteurs diesel s'arrêtèrent. Les moteurs électriques prirent le relais. Les ballastes se remplirent. Le sous-marin s'enfonça, mais mal, trop vite, trop incliné. Jackson continua de tirer jusqu'à ce que la masse sombre disparaisse complètement. Puis il s'arrêta. Il savait. Il n'avait pas besoin de voir la fin. Un sous-marin endommagé, aveugle, prenant de la vitesse vers les profondeurs, la mer finirait le travail. Quelques secondes plus tard, des bulles remontèrent, puis des débris, puis rien. Deux sous-marins détruits. Jackson se força à respirer. Il sentit la brûlure dans ses bras, la fatigue qui tentait de s'imposer. Il jeta un coup d'œil à son tambour. Presque vide, il devait recharger. C'est à ce moment-là que l'enfer décida de revenir une troisième fois. « Contact très proche !» hurla quelqu'un. « Tribord !» Jackson tourna le canon. Le troisième U-boot était déjà là, à moins de 200 mètres. Il surgit de l'eau brutalement, sans prudence, sans élégance. Une manœuvre désespérée. Le commandant avait tout vu. Les deux disparitions. Le feu précis. Il savait que s'il attendait, il mourrait. Alors il avait choisi l'attaque frontale. Sortir vite. Frapper fort. Maintenant. Les écoutilles s'ouvrirent. Des hommes jaillirent. Trop près. Beaucoup trop près. Jackson n'hésita pas. Il appuya sur la détente. La première rafale frappa le kiosque de plein fouet. Un corps fut projeté en arrière. Un autre s'effondra contre le rebord. Le commandant allemand apparut un instant, la bouche ouverte pour crier un ordre qui ne sortit jamais. Il s'écroula, touché de plein fouet. Le chaos gagna l'intérieur du sous-marin. Les hommes en dessous tentèrent de remonter. Ils trouvaient des corps, du sang, des obus qui traversaient à l'ouverture comme une pluie de métal. Jackson balaya l'entrée, empêchant toute sortie. Puis il visa le canon de pont, méthodiquement jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un amas inutilisable. Et soudain, quelque chose changea. Un tissu blanc apparut, tremblant, mal assuré. Une voix cria, dans un anglais approximatif, désespéré, « We surrender, we surrender !» Jackson garda la détente serrée une seconde de plus, juste une. Puis il relâcha. Le silence retomba, lourd, irréel. Le troisième U-boot se rendait. 3 sous-marins, 30 minutes, un seul homme au canon. Jackson resta immobile, les mains encore crispées sur les poignets, incapable de bouger, tandis que le monde autour de lui reprenait lentement son souffle. Le silence qui suivit la reddition fut presque plus oppressant que le combat. Pendant quelques secondes, personne ne bougea.
Le canon de 20 mm fumait encore, sa carcasse chaude irradiant une odeur âcre de métal et de poudre. Les étuis vides jonchèrent le pont, roulant doucement avec l'inclinaison du navire. Les flammes du pétrolier continuaient de brûler au loin, mais même elles semblaient moins bruyantes, comme étouffées par ce qui venait de se produire. Jackson resta figé derrière l'arme, les mains toujours serrées sur les poignets. Son corps tremblait maintenant, non pas de peur, mais du contre-coup. L'adrénaline se retirait, laissant derrière elle une fatigue lourde, presque écrasante. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme pour s'assurer que la scène devant lui était réelle. Le troisième U-boot flottait encore, blessé, immobile, une tache sombre à la surface de l'eau. Autour de lui, des débris dérivaient lentement. Une nappe d'huile s'étendait, irisée par les flammes lointaines. Sur le kiosque, quelques silhouettes allemandes restaient debout, les mains levées, figées par la peur et l'incrédulité. Sur le destroyer, la vie reprenait par à-coups. Des officiers criaient de nouveaux ordres. Une équipe de sécurité fut envoyée en urgence pour surveiller le sous-marin capturé. D'autres marins continuaient de lutter contre les incendies, de secourir les blessés, de colmater ce qui pouvait encore l'être. La discipline revenait lentement comme une marée montante après la tempête. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jackson réalisa quelque chose d'essentiel. Il était seul à son poste. Autour de lui, personne ne semblait encore comprendre ce qu'il avait fait. Les regards se posaient trop sur les sous-marins, sur les flammes, sur les dégâts du navire. Pas sur lui. Pas encore. Il aurait pu lâcher le canon, descendre, disparaître dans les coursives, redevenir un cuisinier anonyme couvert de suie. Une part de lui y pensa, l'espace d'un instant. Mais ses jambes ne bougèrent pas. Il s'assit lentement contre le support du canon, le dos contre le métal encore tiède. Son souffle était court. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Il regarda ses mains, elles tremblaient, noircies par la poudre, striées de petites coupures qu'il n'avait pas senties sur le moment. C'étaient les mains d'un homme qui venait de se battre, pas celles d'un homme qui servait le café. Des pas approchaient, nains. Le commandant du destroyer, William Harris, traversait le pont d'un pas rapide, escorté de 2 officiers. Son visage portait les marques de la nuit, suie, fatigue, tension. Il s'arrêta net en voyant la scène, le canon, les étuis, les 3 zones sombres sur l'eau où les U-boots avaient redisparu, ou étaient en train de couler. Puis il vit Jackson. Un long silence s'installa. Harris fixa le jeune marin comme s'il essayait de faire coïncider 2 réalités incompatibles. L'uniforme de cuisinier, le canon encore fumant, les rapports qui arrivèrent déjà, fragmentés, incroyables. « Qui est-ce » demanda-t-il enfin, d'une voix basse mais ferme. Personne ne répondit immédiatement. Les officiers échangèrent un regard hésitant. L'un d'eux finit par dire « Un cuisinier, monsieur. Cook third class. » Harris regarda de nouveau Jackson. « C'est vous qui étiez à ce poste pendant l'engagement ?» Jackson se leva avec difficulté, se mettant au garde-à-vous par réflexe. Ses jambes tremblaient encore. « Oui, monsieur. » Harris ouvrit la bouche, la referma, puis inspira profondément. « Vous avez conscience que ce poste n'était pas le vôtre ? » ?»« Oui, monsieur. Et que vous n'aviez aucune autorisation pour manœuvrer cette arme ? » ?»« Oui, monsieur. » Un autre silence. Plus lourd encore. Harris se tourna vers l'océan, vers les nappes de carburant, vers les débris, vers le sous-marin capturé, puis il se retourna brusquement. « Combien ?» Jackson hésita une fraction de seconde. « 3, monsieur. 2 coulés. 1 capturé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Même Harris, officier de carrière, habitué aux rapports de combat, eut du mal à les accepter. 3 sous-marins. En une demi-heure. Par un homme qui n'aurait jamais dû se trouver là. Harris passa une main sur son visage. « Restez ici. Ne touchez à rien. Ne parlez à personne. »« Oui, monsieur. » Le commandant s'éloigna pour coordonner la suite des opérations. Mais à partir de cet instant, quelque chose avait changé. Les regards commencèrent à se poser sur Jackson. D'abord discrets, puis plus appuyés. Des marins blessés, des artilleurs survivants, des officiers passèrent devant lui et ralentissaient, comme s'ils voulaient vérifier par eux-mêmes que c'était bien réel. La nouvelle se propagea à bord en quelques minutes. Un cuisinier avait tenu un canot. Un cuisinier avait détruit 3 U-boots. Certains secouèrent la tête, incapables d'y croire. D'autres souriaient, nerveusement. Quelques-uns murmuraient un « merci » en passant. Jackson ne répondit à personne. Il n'en avait plus la force. Lorsque les prisonniers allemands furent tissés à bord, trempés, tremblants, 11 hommes seulement, sur un équipage initial de 44, ils regardèrent le destroyer avec une peur presque superstitieuse.
Ils avaient vu leurs camarades mourir. Ils avaient vu un navire qu'ils pensaient condamné se transformer en piège mortel. Ils ne savaient pas encore ce qui les avait frappés. Jackson, lui, regardait l'horizon. La nuit commençait à pâlir. Une lueur grise annonçait l'aube. La bataille était terminée. Le convoi, bien que meurtri, continuait sa route. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Atlantique Nord semblait silencieux. L'aube arriva sans éclat, comme si le ciel lui-même hésitait à regarder ce qui restait de la nuit. Une lumière grise s'étira lentement sur l'horizon, révélant l'état réel du convoi. Des navires manquaient à l'appel. Là où certaines silhouettes auraient dû se trouver, il n'y avait plus que des nappes de carburant et des débris épars. Le pétrolier touché brûlait encore, condamné mais sous contrôle. Les escorteurs resserrèrent déjà leur cercle, reformant une protection autour des cargos survivants. Le destroyer, lui, avançait péniblement. La poupe avait été sévèrement endommagée. Des plaques d'acier étaient tordues, noircies. Des équipes de réparation travaillaient sans relâche, soudant, colmatant, pompant l'eau qui s'infiltrait encore dans certains compartiments. Malgré tout, le navire flottait. Il respirait encore, et dans cette guerre, c'était suffisant pour continuer. Jackson n'avait pas quitté le pont depuis la fin des combats. Assis près du canon, enveloppé dans une couverture qu'on lui avait jetée sur les épaules, il observait les mouvements du bord sans vraiment les voir. Les heures passaient, mais son esprit restait accroché à ces 30 minutes irréelles où tout s'était joué. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les traçantes, la coque du sous-marin, les silhouettes fauchées par la lumière. Il ne ressentait ni fierté ni triomphe, seulement une étrange distance, comme s'il avait été le témoin d'un autre homme, quelqu'un qui lui ressemblait, mais qui n'était pas tout à fait lui. En milieu de matinée, le commandant Harris le fit appeler. Jackson se leva lentement et suivit un matelot jusqu'à la passerelle. Les officiers présents se turent à son entrée. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec une forme de respect encore maladroit. Harris, lui, ne souriait pas. Il tenait un dossier épais à la main. « Asseyez-vous, Jackson. » Jackson obéit. Harris ouvrit le dossier. Des rapports préliminaires, des témoignages, des relevés d'armes. Chaque page semblait contredire la précédente. 3 sous-marins détruits ou neutralisés. Un seul poste de tir impliqué. Un seul homme. « Expliquez-moi exactement ce que vous avez fait, » dit Harris calmement. Jackson raconta, sans embellir, sans se justifier. Il parla de ce qu'il avait vu pendant les exercices, de ce qu'il avait retenu, de la décision prise quand il avait vu le canon vide de son servant. Il expliqua comment il avait visé, corrigé, rechargé. Il termina sans emphase. Quand il se tut, la passerelle resta silencieuse. Harris referma le dossier. « Vous avez enfreint le règlement, » dit-il enfin. Jackson hocha la tête. « Vous avez occupé un poste de combat sans autorisation. »« Oui, monsieur. »« Vous avez sauvé ce convoi. » Les mots tombèrent sans solennité, mais s'ils frappèrent plus fort que n'importe quel obus. Harris se pencha en avant. « Vous savez ce que cela signifie » Jackson hésita. « Non, monsieur. »« Cela signifie que ce rapport va remonter, très haut, et qu'il va poser un problème à beaucoup de gens. » Il marqua une pause. « Des gens qui préfèrent croire que ce que vous avez fait est impossible. » Le convoi arriva à Casablanca 2 jours plus tard. Le destroyer entra au port sous escorte, lentement, presque honteux de son état. Les quais étaient pleins d'activités. Des soldats, des dockers, des officiers allaient et venaient. Pour la plupart, cette escale n'était qu'une étape logistique de plus dans une guerre trop vaste pour être comprise dans son ensemble. Pour Jackson, c'était le début d'une autre attente. Il fut assigné de nouveau à la cambuse. Aucun discours, aucune cérémonie. Juste un ordre simple, reprendre le travail. Les pommes de terre l'attendaient, les casseroles aussi. Le navire devait nourrir son équipage, combat ou pas. Mais quelque chose avait changé. Les regards n'étaient plus les mêmes. Certains marins le saluaient différemment. D'autres l'évitaient, mal à l'aise. Les prisonniers allemands, transférés à terre, jetèrent un dernier regard vers le destroyer, cherchant sans le savoir l'homme qui avait tenu le canot. Jackson, lui, lavait des couteaux. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans des bureaux où l'air sentait le cuir et la fumée de cigares, des officiers lisaient un rapport qui ne ressemblait à aucun autre. Et l'un d'eux, en Afrique du Nord, allait s'arrêter net en le parcourant. Le rapport arriva au quartier général allié sous une forme banale. Quelques pages dactylographiées, agrafées à la hâte, couvertes de signatures et de mentions techniques.
Pour la plupart des officiers qui les parcoururent, ce n'était qu'un document de plus parmi des centaines d'autres. Pertes, coordonnées, tonnage sauvé, unités engagées. Rien qui, à première vue, ne justifiait qu'on s'y attarde. Puis quelqu'un lut les détails. 3 U-boots détruits en moins de 30 minutes. Un seul poste de tir. Un seul homme. Aucune formation officielle. À mesure que le rapport remontait la chaîne de commandement, il provoquait le même effet partout. D'abord l'incrédulité, puis le malaise. On relisait les paragraphes. On comparait les témoignages, on vérifiait les heures, les distances, les types de sous-marins. Tout concordait. Trop bien. Dans un bureau provisoire installé à la périphérie de Casablanca, un général américain interrompit brusquement une réunion en cours. Il tenait le rapport d'une main, le regard fixé sur une phrase soulignée au crayon. Il demanda qu'on répète le nom. Leonard Jackson. Cuisinier. Matelot de 3e classe. Le général resta silencieux un long moment. Autour de la table, ses officiers attendaient, mal à l'aise. Ils connaissèrent ce regard. Il annonçait rarement quelque chose de simple. « Vous êtes en train de me dire, finit-il par dire lentement, qu'un homme à qui on interdisait de toucher une arme a détruit 3 sous-marins allemands pendant que d'autres suivaient le règlement. » Personne n'osa répondre autrement que par un hochement de tête. Le général referma le dossier. « Amenez-le-moi. » On tenta de lui expliquer que l'homme appartenait à la Navy, que les procédures étaient pressées et qu'hostile était complexe, qu'il fallait passer par des canaux officiels. Le général balaya ses objections d'un geste sec. « S'il a pu se débrouiller seul face à 3 U-bootés, je peux bien me déplacer jusqu'à un quai. » Le lendemain matin, une jeep poussiéreuse traversa le port de Casablanca et s'arrêta devant le destroyer encore en réparation. La rumeur se propagea instantanément à bord. Un général de l'armée venait visiter un navire de la Navy. Ce n'était pas courant, mais ce qui troubla le plus l'équipage, ce fut la question qu'il posa en montant à bord. « Où est le cuisinier ?» Dans la cambuse, Jackson travaillait comme les autres jours. Il épluchait des pommes de terre. Le geste était redevenu automatique, presque rassurant. Depuis l'arrivée au port, il avait tenté de se convaincre que tout était terminé, que la guerre avait simplement repris sa forme habituelle, ordre, discipline, silence. Il ne pensait plus au canon, pas consciemment. Quand l'ombre se posa sur son plan de travail, il leva les yeux et vit les étoiles sur le casque. 3, brillantes, indiscutables. Il se redressa brusquement, manqua de faire tomber son couteau. Le général lui fit signe de continuer. « Restez comme vous êtes. Parlez-moi pendant que vous travaillez. » Jackson obéit, les mains légèrement tremblantes. Le général ne s'assit pas tout de suite. Il observa la cuisine, les casseroles, les seaux, les pommes de terre alignées. Puis il regarda Jackson. « Racontez-moi cette nuit. » Jackson raconta encore une fois. Plus calmement, plus précisément. Il ne chercha pas à se grandir. Il expliqua ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, pourquoi il n'était pas descendu sous le pont. Il parla de l'instinct, de l'impossibilité de rester immobile. Le général écoutait sans l'interrompre. Quand Jackson termina, le silence retomba. Le général hocha lentement la tête. « Vous savez ce que l'armée fait, de gens comme vous ?» demanda-t-il. Jackson hésita. « Non, monsieur. » « Elle ne sait pas quoi en faire. » Il sourit légèrement. « Et pourtant, elle a désespérément besoin d'eux. » Le général détacha lentement son arme de service. Un pistolet usé, aux plaquettes claires, manifestement ancien. Il le tendit à Jackson. « Ceci n'est pas une récompense officielle. Ce n'est pas une médaille. C'est une reconnaissance personnelle, de soldat à soldat. » Jackson resta figé, incapable de bouger. « Monsieur, je ne peux pas. »« Vous pouvez. Et vous devez. » Le général posa l'arme dans ses mains. « Souvenez-vous simplement de ceci. Personne ne définit ce que vous valez à part vous-même. » Puis il tourna les talons et quitta la cambuse, laissant derrière lui un cuisinier tenant un pistolet de général et une vérité qui n'entrerait jamais dans les rapports officiels. Après cette visite, quelque chose se referma. Pas brutalement. Pas avec des ordres écrits ou des menaces ouvertes. C'était plus subtil, plus institutionnel, comme une porte que l'on ferme doucement, sans bruit, pour éviter que quelqu'un remarque ce qui se passe derrière. Officiellement, l'épisode de l'Atlantique Nord fut traité comme n'importe quel autre engagement. 3 sous-marins ennemis détruits, un convoi sauvé, des dégâts acceptables. Les chiffres furent déconsignés, les cartes mises à jour, les statistiques corrigées.
La guerre continuait et elle n'avait pas le temps de s'attarder sur les détails embarrassants. Jackson fut convoqué pour une remise de décoration. La cérémonie eut lieu loin des quais, dans un bâtiment utilitaire à l'écart de l'agitation. Il n'y avait pas de fanfare, pas de discours enflammés. Quelques officiers, rigides, lisant un texte soigneusement calibré. On parlait de courage, de sang-froid, de conduite exemplaire sous le feu. On ne parlait pas du canon, on ne parlait pas du règlement violé, on ne parlait surtout pas de la raison pour laquelle cet homme n'aurait jamais dû se trouver à cet endroit. Quand la médaille fut accrochée à son uniforme, Jackson sentit un étrange décalage. Tout sonnait juste et faux à la fois. Les applaudissements furent courts, les regards évitants. Puis on le remercia pour son service, et on lui indiqua la sortie. Dès le lendemain, il reprit sa place, dans la cambuse, les mêmes gestes, les mêmes sauts, les mêmes couteaux. À première vue, rien n'avait changé. Pourtant tout était différent. Les marins le regardaient autrement. Certains avec admiration, d'autres étaient avec une gêne mal dissimulée. Quelques-uns évitaient même de croiser son regard, comme si sa simple présence rappelait quelque chose qu'il préférait ne pas penser. Personne ne lui demanda jamais de reprendre un poste de combat. Pas une seule fois. Ce n'était pas une punition. C'était une mise à l'écart silencieuse. La Navy ne savait pas comment gérer un homme qui avait prouvé par les faits que ses propres règles étaient absurdes. Alors, elle choisit la solution la plus simple, ne plus poser la question. Jackson comprit vite. Il ne ressentit pas de colère, pas de frustration non plus, seulement une lucidité froide. Ce qu'il avait fait appartenait à une nuit précise, à un moment où les règles avaient cessé d'exister parce que la survie l'exigeait. Le reste du temps, les règles revenaient en toujours. Il continua donc à cuisiner. Il servit des repas avant des quarts dangereux. Il nettoya après des alertes inutiles. Il entendit des hommes parler de peur, de fatigue, de chance. Parfois, il passait devant les canons, regardait les servants, reconnaissait chaque geste, chaque mouvement. Il ne s'arrêtait jamais. Le pistolet du général resta caché, enveloppé dans un tissu rangé parmi ses affaires personnelles. Il ne le sortait jamais en public. Ce n'était pas un trophée, c'était un rappel. La preuve tangible que, pour au moins un homme haut placé, ce qu'il avait fait comptait plus que ce qu'il était censé être. Quand la guerre prit fin, Jackson rentra chez lui sans escorte, sans interview, sans reconnaissance officielle. Bâton Rouge l'accueillit comme elle l'avait toujours fait. Avec ses règles tacites, ses limites invisibles, ses habitudes immuables. Il ouvrit un petit restaurant, un endroit modeste, propre, où l'on mangeait bien et où l'on jugeait peu. Il travaillait dur, il souriait rarement mais sincèrement. Le pistolet fut accroché au mur dans une vitrine discrète, sans plaque, sans explication. Quand on lui demandait d'où il venait, Jackson répondait toujours calmement « Un général me l'a donné parce que j'ai fait mon travail ». La plupart riaient. Quelques-uns hochèrent la tête. Très peu comprenaient. Mais lui savait. Et cela suffisait. Avec les années, l'histoire se tassa. Pas parce qu'elle était fausse, parce que le monde préférait les récits simples. La guerre avait produit des héros par milliers, des noms gravés sur des plaques, des visages figés sur des photos officielles. On parlait de généraux, de stratégie, de débarquement. On parlait rarement des anomalies. Des moments où un seul homme, hors cadre, avait fait basculer une équation entière. Leonard Jackson était devenu l'une de ces anomalies silencieuses. Dans les archives navales, son nom apparaissait à peine. Une ligne, une décoration, un engagement remarquable lors d'une mission de protection de convoi. Rien de plus. Rien qui puisse déranger l'ordre établi. Rien qui oblige à se poser des questions inconfortables. Mais ailleurs, l'histoire survivait. Dans les souvenirs de ceux qui avaient été sur le pont cette nuit-là. Des hommes qui, des années plus tard, racontaient à voix basse qu'ils avaient vu un cuisinier tenir un canon comme s'il y était né. Des marins qui se souvenaient du bruit continu, de la précision, de la manière dont les sous-marins avaient disparu les uns après les autres. Certains exagéraient, d'autres minimisaient, mais tous s'accordaient sur une chose, sans lui, ils ne seraient pas rentrés. De l'autre côté de l'Atlantique, les archives allemandes racontaient une version différente, plus froide, plus inquiète. Les interrogatoires d'après-guerre faisaient état d'une attaque incompréhensible, d'un navire d'escorte qui avait réagi avec une rapidité impossible, d'un feu si précis qu'il avait anéanti une meute entière en quelques minutes. Les officiers allemands parlaient de cette nuit avec une forme de respect mêlé de malaise. Quelque chose n'avait pas suivi les règles. Ils ne savaient pas quoi.
Jackson, lui, ne cherchait pas à être compris. Il travaillait, il vivait, il élevait ses enfants, il regardait le monde changer lentement autour de lui, sans jamais vraiment s'y intégrer complètement. Parfois, tard le soir, quand le restaurant était fermé et que le silence revenait, il sortait le pistolet de sa vitrine. Il le tenait un instant. Pas par nostalgie, par rappel. Il se souvenait du poids du canon, du recul, du moment précis où il avait cessé d'avoir peur. Il ne parlait presque jamais de Patton, presque jamais de la guerre. Quand on insistait, il se contentait de sourire. Ceux qui n'avaient pas été là n'auraient jamais compris, et ceux qui auraient compris n'avaient pas besoin d'explication. Les années passèrent encore. Quand Leonard Jackson mourut, ce fut paisiblement, pas dans le bruit, pas dans la gloire, dans son lit, entouré des siens. À son enterrement, il y eut beaucoup de monde, des clients, des voisins, des anciens marins venus de loin. Le prêtre parla d'un homme honnête, travailleur, discret, un homme qui avait servi son pays et sa communauté. Un seul de ses fils mentionna la guerre. Il parla calmement, sans emphase. Il raconta qu'un soir, son père avait détruit 3 sous-marins allemands en 30 minutes avec une arme qu'il n'avait jamais été autorisé à utiliser, qu'un général lui avait dit qu'il était un guerrier, pas un cuisinier, et que cette phrase avait compté plus que toutes les médailles. Le cercueil fut refermé. À l'intérieur, posé contre le drapeau, se trouvait le pistolet, pas comme un symbole militaire, comme une preuve. L'histoire officielle referma cette nuit-là comme on ferme un dossier trop gênant. Dans les archives navales, l'engagement de novembre 1942 fut résumé en quelques lignes sèches, noyées parmi des centaines d'autres rapports. Une formulation froide, presque administrative, 3 sous-marins ennemis détruits, un convoi maintenu, des pertes jugées acceptables. Rien qui mérite une note en bas de page, rien qui justifie un nom. Pour l'institution, c'était ainsi que les choses devaient être. L'ordre devait rester intact. Les règles ne devaient pas être questionnées, car reconnaître ce qui s'était réellement passé aurait signifié admettre quelque chose de bien plus dangereux qu'une victoire tactique. Cela aurait signifié reconnaître que le système s'était trompé, que les catégories étaient artificielles, que le courage, la compétence et l'intelligence n'obéissaient pas aux limites qu'on leur imposait. Alors on choisit l'oubli organisé. Dans les récits publics de la bataille de l'Atlantique, on parla de production industrielle, de supériorité logistique, de radars améliorés et de doctrines ajustées. On expliqua que la victoire avait été le fruit du nombre, du temps et de la technologie. Tout était vrai, et pourtant incomplet, car aucune statistique ne pouvait expliquer ce qui avait brisé cette meute-là en 30 minutes. Dans les archives allemandes, l'événement resta longtemps une anomalie. Les survivants interrogés après la guerre évoquaient un destroyer qui aurait dû être condamné, mais qui avait répondu par un feu d'une précision impossible. Ils parlaient d'une arme unique, d'un rythme de tir inhumain, d'une réaction qui ne correspondait à aucun entraînement connu. Certains parlèrent de chance, d'autres d'erreurs tactiques. Aucun n'osa dire ce qu'ils avaient été réellement ressenti. La peur. Ils ne surent jamais qui avait tenu le canon. Leonard Jackson, lui, ne chercha jamais à corriger l'histoire. Il vécut longtemps après la guerre, sans gloire officielle, sans discours, sans reconnaissance publique. Il travailla, il éleva ses enfants, il servit des repas à des gens qui ignorèrent presque tout de l'homme qui se tenait devant eux. Il n'essaya jamais de transformer son passé en légende. Il n'en avait pas besoin. La vérité, il la portait déjà. Parfois, tard le soir, quand le restaurant était vide et que les chaises étaient retournées sur les tables, il restait seul derrière le comptoir. Dans ces moments-là, il pensait à cette nuit, pas avec nostalgie, pas avec amertume, simplement avec lucidité. Il savait exactement quand tout avait changé. Pas au moment où il avait tiré, mais au moment où il avait décidé de ne pas descendre se cacher. Il avait appris ce que valait un homme quand les règles cessent de protéger et commencent à enfermer. Quand Leonard Jackson mourut, son enterrement ne fit pas la une des journaux. Il n'y eut ni drapeau officiel ni représentant de l'État. Juste des proches, des anciens camarades, des clients devenus amis. On parla d'un homme droit, discret, travailleur, un homme qui n'avait jamais cherché à être plus que ce qu'il était. Son fils prit la parole à la fin. Il ne parla pas longtemps. Il raconta simplement que son père avait détruit 3 sous-marins allemands en 30 minutes avec une arme qu'il n'était pas censé utiliser, qu'un général lui avait dit un jour qu'il était un guerrier, et que cette phrase avait compté plus que toutes les médailles. Le cercueil fut refermé.
À l'intérieur, posé contre le drapeau, reposait le pistolet, non comme un symbole de violence, mais comme une preuve silencieuse, preuve que parfois l'histoire dit la vérité pendant un instant, avant que le monde ne fasse semblant de ne rien avoir vu. 3 sous-marins, 30 minutes, un cuisinier, et une nuit où les règles ont perdu toute autorité.